Je vais vous montrer comment modéliser l'océan pour mieux prédire son avenir. C'est parti. Alors maintenant, nous allons plonger au cœur de l'océan. Alors pas celui qu'on voit depuis la plage, mais celui que les scientifiques observent, simulent et modélisent grâce aux satellites et aux données qu'on peut récolter directement sur le terrain. Et pour nous expliquer ça, je vais être accompagné d'Andrea Carvalho. Vous pouvez l'applaudir, elle va me rejoindre sur scène. Allez-y, prenez place. Bonjour Andrea. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous êtes chargée de communication scientifique chez Mercator Océan International. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps quelle est cette organisation étonnante ? Mercator. Qui est Mercator ? Alors, Mercator Océan International, c'est une organisation européenne. Elle est basée à Toulouse depuis 1995. Donc, c'est ses 30 ans cette année ? Exactement. Ok. Joyeux anniversaire à Mercator Océan. Merci. On est très contents. On est là depuis longtemps. On est spécialiste dans la modélisation de l'océan et dans le suivi de l'état de l'océan et du développement des prévisions océanographiques. Ok. Et alors, quel est le but plus précisément de cette organisation-là ? C'est de fournir quoi ? Une météo de l'océan ? Exactement. Comme on fait pour la météo, Mercator Océan International développe des prévisions sur l'état de l'océan, donc sur la température, la salinité, tous les paramètres qu'on a déjà entendus un petit peu aujourd'hui peut-être. Oui, on a beaucoup parlé déjà. Des différents paramètres. On peut le rappeler, ça fait pas de mal. Alors, à l'origine, il y a plusieurs organismes qui ont fondé cette organisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors à la base, c'était six associés, six organismes français, par exemple l'Ifremer, le CHAM, le service hydrologique, l'océanographique de la marine française, l'IRD, le CNRS, Météo France. Le CNES. Donc tous ces organismes de recherche français se sont alliés pour justement créer Mercator Océan. Exactement. Ils avaient pour but de créer un centre pour faire des prévisions sur l'état de l'océan. C'est un bel exemple de collaboration scientifique entre les organismes. Et oui, c'est ça. Oui. Et alors, depuis 2014, les choses ont un peu évolué puisque la Commission européenne vous a missionné d'une nouvelle mission. Oui, c'est ça, de cette spécialisation de Mercator depuis 2014. Notre organisation a été sélectionnée par la Commission européenne pour mettre en œuvre, pour mettre en place un des services du Copernicus, du programme Copernicus. Alors Copernicus, c'est peut-être tout le monde ne connaît pas, c'est vrai que c'est un mot peut-être qu'on entend dans la communauté scientifique, mais le grand public ne connaît pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? C'est quoi Copernicus ? Oui, le Copernicus, c'est le programme de l'Union européenne dédié à l'observation de la Terre. Et donc, le but, c'est vraiment d'étudier la planète dans tous ses environnements, donc dès la partie terrestre, la composante marin, du climat, et donc pour mieux comprendre la planète, pour mieux anticiper les changements, et aussi de partager toutes ces connaissances et toutes les données librement et gratuitement à tout le monde, en fait. D'accord. Donc il y a plusieurs volets dans ce projet Copernicus, dans ce programme Copernicus. Oui. Vous vous occupez, j'imagine, plus spécifiquement du volet marin. Nous, on se concentre surtout dans le service marin du Copernicus. Et alors, on va essayer de comprendre maintenant un peu plus précisément finalement comment vous faites ces prévisions, cette météo de l'océan. Le point de départ, c'est quoi ? C'est, j'imagine, la collecte des données, c'est la matière première. Oui, exactement. Sont ce qu'on appelle des observations. Donc, les données qu'on collecte directement ou à travers des satellites. Donc, d'un côté, on a des observations satellitaires et on a aussi des observations qu'on obtient à travers des instruments in situ, qu'on appelle, qui sont des instruments qui sont directement dans la colonne de l'eau. Ça peut être des flotteurs, des flotteurs, ouais. C'est ça, des balises Argo, des planeurs, des bouées, des bateaux, des animaux aussi, des animaux cétacés. même. Oui, c'est ça qu'on peut. Donc ils sont équipés de quoi ? Dans une espèce de senseur qui va aussi, comme ils sont déjà dans l'eau, on nous utilise pour collecter aussi des données sur la température, les courants. Et j'imagine que ça permet aussi d'aller dans des endroits où c'est moins accessible, peut-être ? Oui aussi, même si aujourd'hui les balises Argo et d'autres planeurs sont déjà, ils arrivent déjà
à des profondeurs très élevées et oui, déjà loin. Et alors, plus spécifiquement sur les satellites, vous utilisez lesquels? Parce qu'il y en a toute une panoplie de satellites Oui. au-dessus de nos têtes. Dans le contexte du Copernicus, on utilise spécialement les satellites Sentinel. C'est une constellation spécifique de satellites qui a été développée spécifiquement pour se dédier au programme Copernicus, donc à tous les services qu'on a vus précédemment. D'accord, donc vous bénéficiez de cette constellation. Et alors, Spécifiquement. ça doit représenter un volume et des types de données très variés. Qu'est-ce que vous collectez un peu pour nous donner? Donc, on a déjà dit un peu température, salinité, Oui, hein, j'ai envie de dire la base. Oui, Mais quelles autres informations? On pourrait catégoriser les informations, les paramètres qu'on mesure en trois grandes catégories. La catégorie de l'océan bleu, c'est comme ça qu'on appelle, ou la partie dédiée à la physique de l'océan. C'est là qu'on trouve la température, la salinité, La les pression courants, aussi, les peut-être, vagues. j'imagine. Là, pardon. La pression. Oui, les courants, les vagues, tous ces paramètres. Okay. On a une autre catégorie qu'on appelle l'océan blanc, ou tout ce qui est relatif à la glace de mer, donc à l'étendue de la glace, à l'épaisseur, à la concentration. Et une troisième catégorie qu'on appelle l'océan vert, c'est tout ce que c'est la biogéochimie, donc niveau d'oxygène, le pH, le carbone, les nutriments. L'activité biologique avec le phytoplancton aussi. Oui, exactement. Tous les échanges chimiques. C'est très complet comme données finalement. Vous avez un regard assez. Oui. On pourrait dire que vous scannez l'ensemble de l'océan avec toutes ces données qui sont récoltées. C'est ça. Est-ce que vous les recevez directement? Elles arrivent chez Mercator et après vous les exploitez? Pas tous directement chez Mercator. Alors il y a un peu partout en Europe, il y a des centres que reçoivent ces données, que vont recevoir les données à partir des satellites et des instruments in situ, et qui vont les traiter et le rendre à disposition pour que nous, à Mercator, on puisse les distribuer. Parce que nous, on pilote vraiment la partie opérationnelle, donc la partie qui va après les diffuser vers les utilisateurs. D'accord. Et donc le but après, effectivement, donc pour vous, c'est d'utiliser ces données qui ont, pour certaines, déjà été pré-traitées, et c'est censé alimenter les modèles. Les modèles, exactement. Alors là, j'aurais qu'on s'arrête un peu 2 minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces modèles, qui les met en place et comment ces données s'intègrent dans ces modèles-là? Oui, alors pour créer ces modèles, donc déjà un modèle numérique, c'est un algorithme, plusieurs équations mathématiques que représentent l'océan. Donc finalement, on a traduit le fonctionnement de l'océan sous forme d'équations mathématiques oui. en suivant les lois de la physique. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, c'est quelque chose de très basique, une équation mathématique, enfin basique dans le sens juste une équation mathématique. Et après, on a besoin des observations, comme je vous ai parlé, qui vont être les vraies mesures de ce qui se passe dans l'océan. Donc, vraiment l'information sur la température et la salinité et tout ça. Et qu'on va intégrer dans le modèle pour qu'eux, ils représentent d'une meilleure façon l'état de l'océan. Qui soit le plus réaliste possible. Exactement. Et puis ça permet de le mettre à jour finalement, ce modèle, qui soit le reflet le plus exact et actuel de l'océan. De l'océan, exactement. Et c'est ça qu'on va utiliser pour prévoir les conditions dans la mer, comme l'auteur des vagues, comme les courants, un peu comme on fait pour la météorologie. Et alors chez Mercator, ça veut dire que vous avez une équipe de modélisateurs, des gens qui sont vraiment dédiés à développer ces modèles? Oui, exactement. On a des gens spécialisés dans la partie mathématique, vraiment. D'autres qui sont plus spécialisés dans la partie d'assimilation des données, donc prendre ces données des satellites et des bouées qui vont être intégrées dans des modèles. Et après, dans le code informatique peut-être aussi? Aussi, beaucoup, parce qu'on a besoin après de créer tous ces systèmes qui vont distribuer aussi les données. Et après, ces modèles vont être en fait exécutés par des ordinateurs de haute performance. En fait, oui, on fait pas tourner ça avec les ordinateurs qu'on a devant nous. On va voir après quelques démonstrations, mais oui, donc c'est des ordinateurs beaucoup plus puissants et qui sont dédiés justement à la recherche scientifique. Est-ce que ces modèles, ils tournent en permanence ou est-ce que on actualise une fois tous les ans, comment ça se passe? Non, en fait, c'est ça qu'on appelle l'océanographie opérationnelle parce que
toutes ces activités que je vous ai parlé, de la collection des données de satellites, la collection des données in situ et aussi la modélisation et après les développements des prévisions. Tout ça, c'est en permanence, c'est fait en façon opérationnelle. Donc, ça reste toujours... C'est pour ça qu'on peut avoir des données en temps réel à tout le temps, à ce moment. L'idée, c'est de pouvoir fournir une information sur l'état de l'océan à tout moment, quoi. Oui, Vraiment, exactement. c'est ça. Précise et à quelques moments. Alors justement, on va jeter un petit coup d'œil à ce que donnent ces modélisations. Est-ce que vous pouvez alors nous présenter, donc là sur l'ordinateur, on a ouvert, c'est quoi? Oui. Alors ici, on a un outil de visualisation des données diffusé par le Copernicus Marine Service, le service marin du Copernicus, pardon. Et ici, on essaye de montrer à quoi ressemble en fait la salinité, la température, comment ça varie à travers du temps. Et donc ça, c'est une des versions qu'on a. On a 3 viewers différents. Celui-là, c'est, on va dire, un niveau d'expertise moyen. C'est plus facile à retrouver les paramètres du côté gauche. C'est pour ça que je vous montre celui-là. D'accord. Alors ça veut dire que ça, c'est une interface, c'est l'interface qui est proposée par Mercator et qui est disponible gratuitement pour tout le monde? Exactement. C'est accessible à travers du site du service Copernicus et c'est accessible à tout le monde. Donc oui. Et alors vous êtes gentil puisque vous, pour nous, le commun des mortels, vous avez rendu ça accessible, c'est plus compréhensible, c'est ça? Oui, il a trouvé une autre version, c'est un peu plus compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas bien les paramètres, et donc ça serait plus difficile à vous montrer. Mais celui-là, on voit la salinité. Est-ce que oui, voilà, vous pouvez nous décrire un peu, donc sur la barre de gauche, on peut avoir accès, on peut représenter différentes choses, différents paramètres de l'océan. Exactement. Donc à gauche, on a des différents paramètres. On a ici la température, on a la salinité, les courants, l'auteur de la mer, l'auteur des vagues, les vents, et après la glace mer, plusieurs paramètres que vous pouvez choisir. Et là, on a la salinité. On voit juste en bas une barre qui représente la période temporelle, donc le temps qu'on a. Donc là, c'est en direct, c'est des deux. Enfin, je veux dire, c'est l'état actuel modélisé de l'océan. Exactement. Donc, ce sont des modèles qui représentent l'état actuel et l'état dans le passé aussi, parce qu'on a la 2024, 2023. On peut remonter jusqu'à quand? J'imagine que ça doit varier selon les paramètres, mais... Là, normalement, on a jusqu'à 1993, mais ça doit correspondre à peu près à partir du moment où on a commencé à avoir des données assez précises sur l'océan. Oui, c'est ça, spécifiquement satellitaire. Mais ici, pour l'outil de visualisation, il ne charge pas tous les données d'une seule façon. Donc, à chaque fois, il faut choisir pour revenir à l'arrière. Donc ici, on a juste une visualisation de 3 années. Et il y a aussi quelques jours de prévision déjà, parce qu'on développe des prévisions jusqu'à 10 jours. Donc, oui, donc là, l'aspect vraiment météo, quoi, prévision météo. Exactement. Au-delà de... Donc dans le présent, dans le passé et la prévision dans le futur. Et alors, comment ces données ensuite sont utilisées? Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça peut servir finalement? Alors, ces données sont très utiles pour, par exemple, les chercheurs, d'abord, qui peuvent avoir besoin des données comme ça pour faire leurs études. C'est disponible en libre accès. Exactement. Les données, ils sont en fait sont transformées en produits qui sont prêts à être utilisés. D'accord. Et dans tout le même format, donc c'est très accessible. Et ils sont aussi utiles pour tous les gens en fait qui sont à la mer, dans la mer ou qui utilisent la mer pour leurs activités professionnelles. Donc typiquement, des marins pourraient aller sur le site pour se renseigner, par exemple, sur l'état de la mer, la hauteur des vagues, des choses comme ça? Oui, alors directement pour accéder aux données, peut-être c'est un peu complexe pour un pêcheur, par exemple. C'est pour ça qu'on a essayé de créer une espèce d'outil de visualisation pour que ça soit plus facile, parce qu'on peut aussi cliquer et avoir des données... C'est impressionnant le nombre d'informations auxquelles on peut avoir accès. Est-ce qu'on peut aussi aller zoomer sur une zone? Parce que là, on est à l'échelle de la planète, mais peut-être que si par exemple, on zoome vers Nice, est-ce qu'on peut avoir des informations plus précises?
comme c'est des données marins, on ne va pas très, très proche de la côte. On reste vraiment marin, donc en haute mer. Vraiment, donc c'est possible que très, très proche de la côte, il y a un manque de données, par exemple. D'accord. Mais oui, des pêcheurs, comme on disait, d'autres secteurs de la société aussi, comme le transport maritime. En fait, tout le monde doit savoir quel est l'état de l'océan pour leurs activités. Et alors, en préparant cette conférence, vous nous avez expliqué aussi que vous pouviez sortir des bulletins de vagues de chaleur marine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est ce phénomène et à quoi peuvent servir ces bulletins? Alors, les vagues de chaleur marine sont des périodes où la température de la mer monte d'une façon anormale. Et ça peut durer, minimum, c'est considéré 5 jours pour que ça soit une vague de chaleur. Mais ça peut durer très longtemps, ça peut durer des semaines, des mois, et même des années. On a déjà noté des vagues de chaleur qui ont duré très, très longtemps. Là, ce qu'on voit, c'est une simulation justement de ces vagues de chaleur. Oui, donc c'est une des images qu'on produit pour nos bulletins hebdomadaires sur les vagues de chaleur marine. C'est toutes les semaines qu'on produit ce bulletin. Et donc, il montre l'intensité de la vague de chaleur et aussi la présence. La localisation. La localisation. C'est l'équivalent finalement d'une canicule, pour simplifier. Oui, exactement. C'est sur la Terre. Oui, c'est une canicule dans la mer. Et quand on connaît les conséquences de la canicule sur la Terre, j'imagine que pour les organismes vivants marins, ça doit être un peu aussi exactement. Quand les vagues de chaleur durent très longtemps et quand elles sont très, très intenses, ça peut être oui, vraiment impactant pour les écosystèmes marins, pour les organismes marins directement. Ça peut causer des mortalités, des poissons, des développements des algues toxiques, donc plusieurs. Là, on comprend bien avec cet exemple-là tout l'enjeu d'avoir accès à ces données, de les mettre à disposition, que ce soit pour les scientifiques, les politiques. Là, ça permet, j'imagine, après de pouvoir prendre des décisions et d'agir dans le bon sens. Oui, exactement. Et par exemple aussi pour les secteurs de l'agriculture, ça peut être très utile pour qu'ils puissent mieux planifier comment ils vont gérer leur activité, s'ils peuvent déplacer leur production de huîtres, par exemple. Alors, à Mercator, vous êtes trop fort. Vous allez plus loin dans la modélisation. Vous allez jusqu'à développer un jumeau numérique. On en a parlé dans d'autres conférences avant nous, mais est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est qu'un jumeau numérique? Alors, un jumeau numérique de l'océan, donc c'est une copie virtuelle de l'océan. Donc, on va essayer de représenter qu'est-ce que c'est l'océan, de ses composants physiques, biologiques, biogéochimiques, dans un état virtuel. C'est assez similaire digital. Avec les modèles. Qu'est-ce qui change exactement? Donc, on a des modèles déjà, c'est vrai, on produit déjà des prévisions. Là, on va utiliser des méthodes un peu plus puissantes pour rendre les modèles plus précis et plus rapides aussi. Donc, en utilisant de l'intelligence artificielle et d'autres techniques. Et aussi, le but du jumeau numérique de l'océan, c'est d'agréger, de rendre disponibles toutes les données qu'on a déjà et tous les services en Europe qu'on a déjà, qui sont déjà en place, qui fournissent déjà des données sur l'océan. C'est de le connecter, toutes ces plateformes, de le rendre encore plus disponible à tout le monde et de l'alimenter continuellement et de le faire d'une façon interactive. Donc, quelques personnes pourraient créer son propre jumeau numérique, quelques personnes peuvent contribuer à ce jumeau numérique aussi. La particularité du jumeau numérique, c'est qu'on veut y aller aussi plus loin dans des prévisions, donc on veut aussi créer des scénarios futurs. Ok, donc là on n'est plus à 10 jours, c'est se projeter dans 10, 20, 30, 100 ans. C'est exactement, oui, très loin, et pouvoir comprendre quels seront les impacts de nos actions aujourd'hui, de nos décisions aujourd'hui. D'accord. C'est ça la particularité aussi du jumeau numérique. Alors, on va prendre un exemple pour mieux comprendre à quoi il peut servir de manière très concrète. Vous allez nous montrer, c'est ça le jumeau numérique? Alors, ça, c'est une démonstration. Et donc là, ici, on essaye de recréer la dérive d'une particule plastique. Donc, si on choisit une localisation, par exemple, je vais choisir Nice.
On va libérer une particule plastique. On parle de quoi? Un petit bout de plastique, enfin, une bouteille entière? Et en fait, ici, c'est une particule virtuelle. Donc, on n'a pas une taille spécifique, on peut dire peut-être moyennée, mais en fait, c'est juste pour comprendre comment une particule serait impactée par les courants, par les vagues, par le vent, toutes ces conditions. Et où est-ce que ça arriverait si on le jeterait ici à Nice, par exemple? Donc, on va choisir la destination du plastique. Donc, si on jette une particule à Nice, où est-ce que ça arriverait? Combien de temps ça va prendre? Et donc, je vais lancer la simulation. Waouh! Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir suivre l'évolution, voir comment les courants influencent la répartition des particules de plastique et justement, encore une fois, de pouvoir agir derrière. Exactement. Oui, le but, ça, c'est pour rendre plus visible les impacts, en fait, et comprendre, OK, c'est pas seulement à côté de chez nous, c'est vraiment, ça peut être très, très loin. Et alors, un gouvernement ou une ville comme Nice, une métropole comme Nice, qui aurait accès à ces informations-là, qui connaîtrait mieux justement l'impact d'éventuels déchets, à quoi ça pourrait lui servir concrètement? Oui, ils peuvent comprendre voilà, que leurs déchets vont impacter les pays voisins et ils peuvent mettre en place des mesures pour réduire la production de plastique. Parce qu'ici, on parle aussi des origines de ces plastiques. Donc, c'est la venue des origines côtières, des rivières, par exemple. Et donc, on peut voir que normalement, ils viendront en beaucoup plus quantité des zones côtières que des zones Oui, rivières. on a une idée de la répartition vraiment. Exactement. Et de l'accumulation aussi. Et oui, et après, la particularité du jumeau numérique, c'est qu'on peut créer des scénarios. Donc, si on choisit de réduire, par exemple, l'émission de plastique dans des zones côtières à Nice, quel sera l'impact dans le... En fait, le jumeau numérique, c'est comme une grosse maquette de l'océan. J'ai simplifié, hein, je pense que beaucoup ne vont pas être contents, mais c'est quand même une sorte de gros jouet et on peut agir sur un nombre incroyable de paramètres, ce qui nous permet d'avoir vraiment des informations très précises sur soit la pollution, soit la pollution qui est d'origine humaine, ou la pollution biologique, comme je pense par exemple aux sargasses. Ça, c'est quelque chose d'autre qu'on pourrait développer. Là, on va pas avoir le temps de développer cet exemple-là, mais c'est encore quelque chose que vous pourriez faire. Ce jumeau numérique-là, vous allez le présenter là dans le cadre de l'UNOC à la métropole de Nice? Oui, c'est ça. On va montrer plusieurs des simulations un peu comme celle-là que je vous ai montré sur le plastique, mais on va montrer aussi une simulation sur le sargasse et les sargasses qui sont des algues qui ont tendance à s'accumuler et à devenir après toxiques quand elles sont problématiques exactement actuellement. Et donc pouvoir suivre ça aussi, c'est essentiel justement pour pouvoir agir. Exactement, pour aider les populations locales. Oui, exactement. Et donc on va montrer plein d'autres simulations dans le contexte du pavillon du jumeau numérique de l'océan digital. Vous avez un stand réservé, hein, on voit quelques images là déjà, là où on pourra découvrir et interagir avec le jumeau numérique. Oui, exactement. Il y aura une zone qui s'appelle Inspirex. Ça va être dédié à des présentations, plutôt des discussions et présentations. Une zone qui s'appelle Engagé, c'est plutôt une zone d'exposition pour le grand public. Et une zone qui s'appelle Décider, qui est vraiment la zone où on va avoir toutes les démonstrations des applications comme celle-là qu'on est en train de développer pour le jumeau numérique. Super. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications, Andrea. C'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup.